C'est aujourd'hui jour de fête. Et qui dit fête, dit danse. En ce dimanche après-midi de janvier, toutes les femmes de Kanikeli et de quelques autres villages avoisinants se sont réunies pour participer à cette danse qui clôture la cérémonie d'un grand mariage. Rien à voir toutefois avec un mariage européen, car ici, la population est à 98% musulmane et l'islam, omniprésent, y rythme la vie de tous les jours. Mais il s'agit d'un islam bienveillant et d'une extrême tolérance. Les rites nuptiaux en sont l'illustration, car à cette occasion, l'islam prend un air de fête à la fois joyeux et fastueux qui ferait pâlir plus d'un intégriste. Ici, le mariage est un événement majeur, même si la loi islamique permet la polygamie. Et sa célébration coranique impose qu'outre les intéressés et leurs parents, tout le village y soit associé. D'ailleurs, tout le monde se sentant un peu de la famille des mariés, chacun se fait un point d'honneur d'y assister. Les mariages sont évidemment toujours célébrés hors de la période du Ramadan, préférence étant donnée à celle des vacances, afin que les parents et amis immigrés, qui rentrent alors au pays, puissent y participer. La date exacte en est toutefois fixée par un haut dignitaire religieux musulman, le cadi, qui consulte alors les astres pour trouver la conjonction la plus favorable avec le signe des futurs époux. Tous les frais du mariage sont à la charge de la famille des mariés. Et les cérémonies pouvant durer plusieurs jours, l'addition est souvent lourde. Pour pouvoir assumer les frais de son mariage, il arrive même que le prétendant doive préalablement s'expatrier pour trouver un travail rémunérateur s'il ne veut pas s'endetter lourdement. Serait-ce pour compenser la disparition des sultans et de leurs cours somptueuses que ces fêtes revêtent aujourd'hui tant d'apparat? Est-ce vraiment seulement pour se marier que les prétendants acceptent ainsi de se ruiner avec tant d'allégresse? La réponse est bien sûr négative, et elle revêt des aspects multiples, pas toujours évidents à appréhender ni à comprendre. Parmi ceux-ci, le fait qu'avant son grand mariage, un homme n'ait pas voix au chapitre dans son village ou à la mosquée, et que cette union constitue donc une étape essentielle dans sa progression au sein de la hiérarchie de cette société traditionnelle au fonctionnement complexe. À noter aussi une particularité locale. Si le droit musulman donne bien au mari l'autorité sur son épouse, le système familial et matrimonial, s'appuyant sur de lointaines coutumes, tend ici à neutraliser cet aspect de la loi islamique en favorisant les femmes par rapport aux hommes, en particulier en ce qui concerne la succession des terrains des villages. Ainsi, le mari va-t-il résider dans la demeure de son épouse, qu'aura bâti le père de cette dernière, dans le village de naissance de celle-ci, c'est-à-dire dans le village de sa mère. En clair, la femme étant exclusivement propriétaire de la maison et du terrain, elle conservera toujours son bien, même en cas de séparation ou de divorce. À souligner aussi que la femme reste, malgré son mariage, sous l'autorité de sa propre mère, laquelle a d'autant plus accès au foyer que ce dernier, rappelons-le, est l'exclusive propriété de sa fille. On se trouve donc en présence d'une sorte de séparation légale des biens, chaque partenaire restant propriétaire de ce qu'il acquiert pendant l'union. La notion de propriété est toutefois essentiellement familiale, selon les principes coraniques, mais cette jouissance des biens est cependant contrôlée par les droits coutumiers qui interdisent par exemple leur cession à des étrangers à la communauté. Tout cela est bien sûr très éloigné de nos conceptions habituelles. Et pourtant, nous sommes ici dans un petit bout de France, situé dans l'océan Indien, au centre du canal de Mozambique,
entre l'Afrique et Madagascar. Cette île fait partie de l'archipel des Comores, c'est celle de Mayotte.